Bonjour à tous, bienvenue à l'atelier Révolution en marge du marché de l'assurance collective. Le courtage sera-t-il un des futurs gagnants et comment? Je vais laisser la parole à Monsieur Laurent Girette, intervenant à l'IFPAS, mais également courtier et conseil auprès des courtiers. Voilà Laurent. Merci Roxane. Oui, ce thème, au risque d'être battu et rebattu, est quand même le sujet de l'automne. Quel va être l'impact sur le marché et sur le courtage, puisque c'est le sujet traité, de cette généralisation de la santé dans le cadre notamment des décisions du Conseil constitutionnel. Alors, je voudrais revenir un tout petit peu en arrière et commencer d'abord par donner quelques chiffres. La santé et la complémentaire santé représentent aujourd'hui en France les complémentaires entre 32 et 33 milliards d'euros qui sont à peu près répartis également en matière de collective entre les assureurs, les institutions de prévoyance et les mutuelles. C'est un marché sur lequel on a des rentabilités très inégales, puisqu'on a un écart de rentabilité en assurance entre l'individuel et le collectif, un écart de 17%, de 7% dans les IP et de 9% dans les mutuelles. Voilà le décor. Aujourd'hui, ce marché des collectives est en train de vivre une première évolution majeure, c'est l'impact du décret des catégories objectives. Pourquoi? Parce que les entreprises aujourd'hui en France, dès lors qu'elles ont souscrit une mutuelle santé pour certains de leurs collaborateurs, voire qu'elles ont limité l'avantage à leur cadre, vont être dans l'obligation d'ici le 1er janvier 2014 de généraliser l'avantage à leurs salariés. Donc la généralisation de la santé, je dirais, on est en marche, on est dedans et elle est en train de se faire. Et les positions qui seront prises au 1er janvier 2014 seront des positions fortes dont on peut penser qu'il sera difficile de revenir dessus. La deuxième dimension de cette affaire, c'est bien entendu l'ANI qui a été signée en début 2013. Vous avez vu comme moi les péripéties avec des signataires qui souhaitaient une liberté du marché, des pouvoirs publics qui n'avaient pas tout à fait cette même appréciation, et tout ça s'est terminé devant le Conseil constitutionnel qui, à la grande surprise d'un certain nombre d'opérateurs, a jugé que les monopoles actuels en santé, mais également en prévoyance, il a censuré l'article du Code de la Sécurité sociale qui donnait un fondement à ces monopoles. Alors, je dirais le marché sort groggy un petit peu aujourd'hui de cette décision et tout le monde est en train de regarder comment on va recaler les positions des uns et des autres. Je voudrais dire dans tout ça que le courtage, au travers d'une association qui s'appelle l'APAC, est l'acteur qui a réussi à obtenir ces décisions, avec une décision de l'autorité de la concurrence dans un premier temps et ensuite du Conseil constitutionnel. Donc on pourrait dire que dans cette affaire, on a un premier match qui s'est gagné au profit du courtage aujourd'hui avec cette décision du Conseil constitutionnel. On peut penser d'ailleurs aujourd'hui, vu le silence des pouvoirs publics, qu'ils sont un peu groggy sur le sujet et qu'ils sont en train de se demander
est-ce qu'on peut rattraper quelque chose ou pas par rapport au projet qu'ils avaient initialement de pouvoir maintenir ces monopoles de branche. Alors, la question qui est posée, c'est dans ce contexte, est-ce que le courtage a un rôle à jouer et est-ce qu'il peut emporter des parts substantielles de marché? Moi, personnellement, je le crois. On va passer, en l'état actuel des choses, et puis en écoutant un petit peu les juristes qui... je vous renvoie à l'article qui vient de sortir et qui est dans l'Argus cette semaine, dans lequel un professeur de droit constitutionnel analyse un petit peu les possibilités qu'il pourrait y avoir de revenir sur cette décision. Donc, on va passer, je le crois, d'un marché qui était progressivement, qui s'était installé dans lequel un certain nombre de professionnels parlaient d'installation d'une sécurité sociale bis, à un marché qui va brutalement se libéraliser. Quelle est la caractéristique d'un marché libéralisé? C'est que chacun des opérateurs négocie son prix avec son fournisseur. Il y a une deuxième caractéristique dans un marché libéralisé, c'est que les gros payent relativement moins cher que les petits. Or, c'est exactement le contraire qu'on a dans les accords de branche. Donc, on va avoir une modification considérable de ce marché. Toutes les grosses entreprises qui sont dans des accords de branche enfermés aujourd'hui, dès lors que le carcan va sortir, la première chose qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont aller voir le marché, mais ils ne vont pas attendre d'ailleurs, parce que les courtiers seront venus les voir avant, en leur disant, par rapport à votre prix de marché, c'est 30%. Je m'excuse, monsieur, mais vous voyez que c'est difficile de se faire entendre. Donc, voilà la situation. Je pense que d'ores et déjà, un certain nombre de gens s'y préparent. Je pense qu'il va y avoir une bagarre considérable entre d'un côté des offres sensiblement moins chères et de l'autre côté des opérateurs qui, pour ne pas perdre leurs clients, vont baisser spontanément les prix. La problématique, ce sera qu'il faudra bien quelqu'un qui paye. Celui qui paye, en général, c'est la petite entreprise à qui on remonte le tarif. Le problème, c'est qu'il va falloir rééquilibrer les choses et ça va être ça la difficulté. Alors, voilà, à mon avis, ce qui s'annonce en la matière avec ces accords de branche qui vont exploser. En ce qui concerne la généralisation de la santé, comme je l'ai dit, de mon point de vue, elle est largement entamée et elle est en partie réalisée dès début 2014. Simplement, les entreprises, pour se mettre en conformité, devront avoir généralisé l'avantage pour leurs salariés. On peut penser d'ailleurs qu'avec la perte des avantages fiscaux, on va peut-être voir un certain nombre d'entreprises abandonner leur contrat collectif des cadres, puisque l'avantage collectif, l'avantage fiscal finalement, qui profite aux cadres, beaucoup moins aux non-cadres. Donc, il faudra regarder l'état des lieux en la matière. En ce qui concerne la population qui n'est pas couverte aujourd'hui par la santé et qui reste non couverte, eh bien, pour la plus grande partie, ce sont des salariés qui opèrent et qui sont employés par des travailleurs non salariés dans les toutes petites entreprises. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de logique et il n'y a pas de... Étant donné que le dirigeant lui-même ne profite pas d'un contrat groupe de type Article 83 comme s'il en avait profité s'il avait été dirigeant salarié, il souscrit un contrat Madelin, il n'y a pas de logique pour lui, c'est pas très évident de faire souscrire un contrat groupe pour ses non-cadres. Ce que je pense en la matière, c'est que les opérateurs qui auront pris des positions en contrat Madelin
dans les petites entreprises, ont une chance unique de récupérer la complémentaire maladie des salariés s'ils s'y prennent bien. Ils ont déjà un pied dans la porte. Et le petit entrepreneur, l'artisan, le commerçant, la profession libérale s'intermédie plus volontiers avec un agent ou un courtier de proximité que des entreprises plus grosses qui peuvent travailler directement avec des IP ou des mutuelles. Hein. Voilà ce que je pense, voilà le diagnostic. Bonjour, moi je suis sur Cannes. Oui. Voilà. Alors j'ai une question parce que j'ai l'impression qu'il reste un flou aujourd'hui sur, donc pour le 1er janvier 2014, l'obligation de mettre en place d'étendre la mutuelle pour les entreprises qui en ont déjà une, pour celles qui le souhaitent, on peut effectivement arrêter cette raison en Paris. Oui. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a un flou sur le niveau de ce complément. Une société qui a aujourd'hui une mutuelle cadre, doit-elle mettre pour ses non-cadres, elle doit mettre une mutuelle pour ses non-cadres, ça c'est entendu, doit-elle généraliser pour autant le mettre au même niveau de garantie que ses cadres? Alors, le décret de 2012 dit que dès lors que vous avez en santé, dès lors qu'en santé, vous avez souscrit un contrat collectif, vous pouvez utiliser les 3 critères possibles, mais sous réserve que l'avantage soit étendu à l'ensemble des salariés. Si on lit de façon un peu fine, ça n'oblige aucunement une entreprise à donner le même niveau de garantie pour les cadres et pour les non-cadres. Alors, on avait un souci jusqu'à il y a... Allez-y. On avait un souci jusqu'au mois de mars sur les problèmes d'égalité de traitement, avec des jurisprudences qui s'étaient développées et qui conduisaient ici ou là à aligner les avantages des non-cadres sur les cadres et inversement. On a une jurisprudence de Cour de cassation, je le dis de mémoire, je crois que c'est du 23 mars, qui a écarté toute possibilité d'alignement ou toute application de lignement. Autrement dit, la Cour de cassation a pris la position suivante, qui consiste à dire que dès lors que c'est de la prévoyance collective facultative, ça passe par des contrats souscrits au travers de catégories, au travers d'un opérateur extérieur, et que le caractère homogène de la garantie ne doit s'apprécier que dans la catégorie assurée. Donc vous voyez que ça règle le problème, cadre, non-cadre, etc. Une autre question complémentaire par rapport à la réponse que vous venez de me donner. L'entreprise qui a par exemple souscrit un contrat collectif mutuel avec l'assurance X, peut-elle donc, à l'occasion de cette nouvelle garantie à prendre au 1er janvier 2014, prendre l'autre contrat avec une assurance Y? Pour moi, oui. Parce qu'elle satisfait à la contrainte qu'il y a un avantage qui est donné à l'ensemble des personnels. C'est une contrainte minimale. Donc il peut y avoir 2 assureurs. Bon. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Vous m'écoutiez avec intensité. Ça n'a pas suscité de questions? Hein? Pas encore. J'ai répondu. Bon. T'en as une, Roxane? Oui, le conseil de mise en œuvre, mais je pense que d'abord, ça va être l'occasion de faire de la création de produits. Il faut peut-être se reposer la question des produits. Deuxièmement, il va y avoir un gigantesque problème de souscription, donc il va falloir
peut-être réfléchir à simplifier les modalités de souscription. Dans le contrat collectif, c'est généralement une opération un peu lourde, compliquée, donc il va falloir regarder comment simplifier les choses, indistinctement. Par ailleurs, on va avoir, les compagnies, si ça se passe bien, vont avoir un afflux en des espaces de temps très courts, de nombreux contrats avec pas forcément énormément de salariés, donc il va falloir faire face. Hein. Alors c'est à la fois pour les compagnies d'assurance, mais c'est pour les intermédiaires aussi. Il va falloir trouver les moyens d'en attaquer plusieurs à la fois, parce que 700 000 entreprises à peu près à faire. Hein. C'est l'ordre de grandeur. Hein. Quand je prends les chiffres INSEE, que je regarde celles qui ne sont pas équipées, etc., dans les toutes petites, j'en suis à 700 000. Hein. Pour marcher. Non? Alors, à l'inverse, selon vous, quelles sous embauche la prochaine fois. Donc, quelles seraient selon vous les sanctions qu'une entreprise encourrait si, au 31 mars 2014, elle n'avait toujours pas étendu la mutuelle au non-cadre, par exemple? Oh ben c'est le redressement du régime des cadres. Hein. Alors, c'est le redressement, il n'y aura plus de redressement fiscal, puisqu'on nous a annoncé que la fiscalité mourrait. Et ça va être les charges sociales sur la part payée par l'entreprise. Et est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer, je ne sais pas, dans le cadre par exemple d'une hospitalisation qui coûterait cher, etc., salarié non couvert, une mise en cause du dirigeant, quasi personnel? Non, ça je ne vois pas. Non, ça je ne vois pas. Non, par contre, on reste sur le côté fiscal. Plus social, en l'occurrence, ce sera la punition, ce sera les charges sociales rappelées sur l'employeur, sur l'ensemble du groupe. Sur l'ensemble du groupe non souscrit. Non assuré. Non, sur l'ensemble du groupe assuré. Parce qu'il n'y a pas d'obligation, la généralisation. Si je me mets dans la situation d'une entreprise qui a un cadre, un paquet, qui a souscrit une mutuelle, il n'a rien fait pour ses non-cadres, et puis quand il regarde le système, il se dit, moi, j'attends 2016. Parce que j'ai 20 non-cadres et ça fait exploser mon budget. Voilà, donc j'attends. Et donc, il restitue son contrat de cadre, ou alors il le maintient, et à ce moment-là, s'il le maintient, il n'aura plus droit aux exonérations sociales. Parce que les catégories, là, ça, c'est le code de la sécurité sociale. C'est l'inspecteur URSSAF qui va venir vous redresser. Hein, et qui va dire, attendez, moi, vous ne satisfaites pas aux catégories assurables, bon, moi, je vous redresse les charges sociales. C'est l'URSSAF essentiellement qui va s'occuper de ça. Dans l'absolu, c'est pas trop méchant. C'est souvent moins coûteux, ça serait finalement moins coûteux que de l'étendre de 1 à 20. Oui. De façon cohérente. Oui. Oui. Mais on va voir cette situation-là. On va pas leur dire ça. Je vais vous dire, c'est pas ça le problème. Je pense que c'est plutôt le problème du dirigeant quand il va rentrer le soir et qu'il va dire à sa femme, j'ai plus de mutuelle. Vous voyez à peu près ce que ça peut faire. Donc il va avoir une petite difficulté personnelle à vivre parce que sa femme va lui dire t'es fou mon chéri, j'ai 3 enfants, etc. À l'inverse, s'il résilie la mutuelle cadre, il risque d'avoir un petit problème social aussi. On ne peut pas si une société familiale où ils sont 2 cadres, monsieur, madame. Oui. Oh ben, s'ils sont un peu plus de cadres, oui, ce ne sera pas très facile. Enfin, les cadres, ils ne comprendront pas. Aujourd'hui, c'est un avantage quand même perçu comme important. Quand vous regardez... souvent comme acquis. Quand vous regardez un petit peu la première chose après le salaire, la première chose que regarde le salarié dans l'entreprise, c'est quelle est la mutuelle et quelle est l'importance de la mutuelle. Hein. J'ai définitivement terminé. Non, mais c'est très bien. C'est très bien. Vous me posez des questions intéressantes et pratiques. Alors, je vais finir pour dire qu'on vit la généralisation de la santé. Dans 2 ans, on vivra la généralisation de la prévoyance. Il est en effet, je trouve un peu curieux que seuls les cadres aient une garantie obligatoire, et ça va bouger de ce côté-là. C'est inscrit c'est inscrit quelque part dans ces textes et dans les projets de loi. Donc on va voir, une fois qu'on aura avalé la généralisation de la santé, vous verrez que progressivement les pouvoirs publics vont se mêler
de ce que les salariés non cadres aient une couverture de prévoyance progressivement. Il y a des grands groupes qui s'en sont préoccupés. Je suis intervenu, moi, chez Total pour les aider. À un moment donné, de Margerie, quand il est arrivé, il a dit à ses DRH de toutes ses filiales, moi, je veux que chez moi, les salariés non cadres aient une garantie d'essai d'un minimum de temps. 3 ans plus tard, il leur a dit maintenant, si on arrête de travail, on a validité. Alors, ils n'ont pas été très contents, hein, les DRH locaux, parce qu'on leur disait un peu plus de résultats, et en même temps, on te charge la mule un peu plus avec des cotisations obligatoires. Et ça s'est fait. Donc, il y a des groupes dans lesquels il y a des préoccupations de ce niveau-là, consiste à dire, on ne peut pas vivre éternellement. C'est le résultat de l'histoire qui a fait que les cadres ont eu un avantage, ça s'est maintenu longtemps. Et progressivement, des écarts de garantie, la 3e phase étant, ça n'engage que moi, c'est qu'on se posera la question un jour, pourquoi les cadres ont une très grosse mutuelle et puis les salariés non cadres une toute petite mutuelle. Ça posera un problème de justice sociale quelque part. Et là, c'est pas une question de gauche ou de droite, hein. C'est pas une question de gauche-droite. Donc le sujet viendra, nécessairement. Voilà. S'il n'y a plus de questions, merci beaucoup. Merci Laurent Girette pour votre intervention. Merci à tous. N'hésitez pas à venir nous voir sur le stand T02 pour avoir des compléments d'information, et je vous indique par ailleurs que nous avons une formation complète sur l'ANI et la mise en pratique, qui d'ailleurs est animée par Laurent, où là il y a toutes les déclinaisons opérationnelles, y compris les outils à regarder pour pouvoir aller à la rencontre de ces 700 000, peut-être pas toutes, mais en tout cas de celles qui sont dans votre région, de ces entreprises qui vont avoir besoin d'une couverture sociale. On décline aussi nos formations en région. Voilà. Ça vous évite